Eh bien, bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce premier rendez-vous de l'actu de l'année 2025 qui portera sur la solidarité à la source ainsi que ses perspectives. Donc, je suis Géraldine Parigino, élève de la 10e promotion du Cap Dirigeant et je suis aujourd'hui accompagnée par Véronique Lilienfeld. Bonjour à tous. Bonjour, Julie Lariot-Léganès. Vincent Michelet, bonjour et meilleurs vœux. Donc, la réforme de la solidarité à la source est une promesse phare de la campagne présidentielle de 2022 d'Emmanuel Macron. Donc, elle s'inscrit dans une dynamique de simplification et de modernisation des dispositifs sociaux. Elle va s'inspirer d'une part du succès du prélèvement à la source dans le domaine fiscal, mais également de quelques exemples de nos voisins européens, comme l'Universal Credit au Royaume-Uni ou encore le revenu universel en Finlande. Donc, l'objectif est d'automatiser l'attribution des droits sociaux grâce à des outils comme la déclaration sociale nominative, mais également la déclaration de ressources mensualisée. Dans un contexte de non-retour qui est relativement élevé, estimé à plus de 30% pour le RSA, mais également dans un contexte budgétaire, en tout cas de pression budgétaire accrue. Et malgré les principes fondateurs de solidarité nationale inscrits dans le Code de la sécurité sociale, cette dernière doit surmonter des défis majeurs tels que l'accès simplifié aux droits, mais également la lutte contre le non-recours. Et en parallèle, cette réforme qui s'attaque à des problématiques plutôt structurantes, telles que la qualité des données, la qualité de gestion et des processus, problématiques qui aujourd'hui freinent l'efficacité et la transparence de notre système social et peut nuire à la certification la certification des comptes de la branche famille. Et donc, en adoptant une démarche proactive et universelle, la solidarité à la source ambitionne d'améliorer l'efficience des politiques sociales, mais également de lutter contre la fraude sur le principe du versement du juste droit. Et donc, l'objet de cette présentation est de définir ensemble dans quelle mesure la solidarité à la source peut répondre aux défis structurels de l'accès aux droits, tout en garantissant une efficacité opérationnelle et une adhésion sociale dans un contexte de réforme profonde. Et donc, nous structurerons cette analyse en 3 parties, donc les principes et les objectifs de la solidarité à la source, les expérimentations en cours et les premiers enseignements, et enfin, les perspectives d'amélioration, également d'élargissement des réformes de solidarité à la source. Et donc, pour mieux comprendre les fondements de cette réforme, je passe maintenant la parole à Vincent, qui va vous détailler les principes et les objectifs de la réforme. Merci. Effectivement, vous l'avez compris, la solidarité à la source, elle a pour but de rendre plus accessibles les droits sociaux. Alors, il y a différents types d'automatisation. Il y a l'information automatique, comment j'alerte et je préviens les publics qu'ils ont droit à telle ou telle prestation. Il y a également la proposition automatique, je fais un cran plus loin, vous avez le droit au RSA, vous avez le droit à tel type de prestation. Et puis enfin, le degré le plus abouti, c'est l'octroi automatique, où effectivement, vous allez avoir une prestation sans même avoir besoin de la demander. Ça pose, au-delà des questions techniques que l'on verra un peu plus loin, des questions de philosophie de l'action en termes de protection sociale, puisqu'effectivement, aujourd'hui, pour avoir un droit, il faut le demander, ce qu'on appelle un droit acquérable. Et donc, on va progressivement aller vers un droit proposable, voire même vers un droit portable. Donc, au-delà de ces aspects-là, concrètement, à quoi va nous servir, à quoi peut servir la solidarité à la source, au-delà de la simplification? C'est aussi la capacité à éviter un certain nombre d'erreurs. Aujourd'hui, enfin en tout cas en 2022, près de 6 milliards d'euros d'erreurs ont été faites par les allocataires de la CAF sur leur déclaration de ressources. Donc concrètement, comment on met en place un chaînage entre les différentes informations ce chaînage va permettre effectivement de simplifier, d'éviter les risques, de lutter également contre la fraude, on l'a souligné. Donc la pierre un peu angulaire, c'est la déclaration sociale nominative, la DSN, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Cette déclaration sociale nominative, elle est produite par les employeurs mensuellement, et donc elle est propre à chaque salarié.
À cette DSN s'ajoutent les éventuels revenus de substitution qui sont traduits par un outil qui s'appelle Passero. Si les acronymes vous font plaisir, on va en avoir plusieurs pendant la présentation. Pour arriver finalement à ce qu'on appelle le dispositif de ressources mensuelles, le DRM. Et in fine, obtenir le montant net social qui permet lui-même de calculer le RSA ou la prime d'activité. Donc ce chaînage, il permet tout simplement de pré-remplir les déclarations des allocataires, des usagers. Donc c'est un gain énorme en termes de simplification. On a parlé aussi de l'impact de la solidarité à la source sur le non-recours. Vous savez que ça fait partie de nos sujets. On a un système de protection sociale très protecteur, mais il y a malgré tout un certain nombre de citoyens qui passent au travers. Donc ce non-recours, il est dû à la méconnaissance des dispositifs, à la complexité des dispositifs, parfois aussi un manque de confiance dans les institutions, et la solidarité à la source va permettre potentiellement d'aider et d'accompagner ceux qui sont les plus éloignés du système de santé. L'automaticité donc, va réduire aussi les erreurs et les fraudes, on l'a vu. C'est aussi un enjeu sur l'amélioration et la maîtrise de nos risques en tant qu'organisme de sécurité sociale et, pourquoi pas, nous le verrons peut-être tout à l'heure, dégager des gains d'efficience. La fiabilisation, on l'a vu, c'est un enjeu important. Aujourd'hui, les URSSAF sont mobilisées. Elles effectuent à peu près 140 tests sur chaque DSN pour s'assurer de cette fiabilité, puisque c'est effectivement le début de ce chaînage qui va permettre ensuite cette automaticité. Ce transfert d'informations, il amène des enjeux, bien sûr, d'échange de données, donc dans le strict respect du RGPD, du Règlement général de protection des données. Et aussi, ça entraîne pour nous l'obligation d'en informer nos usagers de manière claire, transparente, pour avoir une communication de confiance sur ce thème. L'utilisation massive des données, c'est aussi un enjeu on le verra tout à l'heure, pour nos organismes de sécurité sociale, en termes de systèmes d'information, en termes de maintien d'expertise. On parle beaucoup de la souveraineté des SI, c'est un enjeu également. Et puis, c'est aussi un enjeu d'accompagnement des équipes. Enfin, si la solidarité à la source peut répondre à pas mal peut-être de questions et d'enjeux sur les freins, elle pose aussi des questions un peu d'ordre éthique, on va dire ça comme ça. En numérisant davantage les services, il y a aussi un risque de passer au travers de personnes qui ne seraient pas habituées ou agiles avec ces nouveaux outils. On a un peu parlé de la théorie. J'ai envie que maintenant qu'on parle peut-être de la pratique, Véronique va nous présenter les expérimentations et une expérimentation assez phare qui est en cours en ce moment en France. Merci Véronique. Effectivement, merci Vincent. Depuis octobre 2024, vous avez 5 départements pilotes qui expérimentent le pré-remplissage des déclarations trimestrielles pour le RSA et la prime d'activité. 5 départements pilotes qui représentent 5% des allocataires. C'est un échantillon qu'on qualifiera de significatif pour évaluer le dispositif avant sa généralisation envisagée en mars 2025. Alors concrètement, 2 changements pour les allocataires. Le premier, et c'est le premier changement, pour ceux qui expérimentent le parcours usager simplifié. Notre allocataire, il va sur le site caf.fr, il se connecte à son compte et à ce moment-là, lui est proposé un revenu. Qu'est-ce qu'il peut faire notre bénéficiaire de RSA? Il a 3 possibilités. Il vérifie avec ses bulletins de salaire que les montants sont concordants avec le montant net social. Donc si la déclaration correspond au montant net social, pour lui, il n'a rien d'autre à faire. En revanche, il peut, le cas échéant, rajouter d'autres revenus. Je pense aux pensions alimentaires perçues, je pense à des revenus tirés de l'étranger qui ne font pas actuellement l'objet d'un pré-remplissage. Si, 3e possibilité, il estime qu'il y a une erreur sur le montant qui est proposé, notre allocataire a la possibilité de corriger ce montant, étant précisé que ce signalement sera transmis à la cellule d'expertise métier systématiquement pour analyse. Voilà le premier changement. Le second changement, pour les caisses expérimentatrices et les allocataires, c'est le revenu de référence, la période de référence. Nous ne sommes plus sur du M-3 à M-1, mais du M-4 à M-2.
Je vous explique, pour le mois d'octobre, en fait, les allocataires avaient à déclarer les ressources de juin, juillet et août pour un droit qui allait être payé sur les mois d'octobre, novembre et décembre. Vous me direz, à quoi sert ce mois de battement, pardon. Eh bien, il a une finalité, en fait. C'est pour fiabiliser le DRM et permettre éventuellement aux employeurs de faire quelques éventuelles corrections, comme des rappels, ajouter des primes. Ne perdons pas de vue que la finalité est la juste base de la donnée déclarative pour le paiement du juste droit. Voilà, en fait, le grand dispositif. Donc maintenant, les premiers résultats. Je vais évoquer premièrement les réussites avant de passer la parole après pour des points de vigilance. Alors, les premiers résultats, on les observe naturellement vers les allocataires qui se sont rapidement appropriés la réforme, source de simplification pour eux. Et j'en veux pour preuve la validation majoritaire des pré-remplissages, puisque 97% en octobre des propositions étaient validées. Signe de la confiance, en fait, en cette réforme de par nos allocataires. Symétrie, maintenant, agent des CAF, comment la réforme a-t-elle été perçue, étant précisé qu'on a en souvenir la réforme de l'allocation logement de 2021 qui a été plutôt victime de quelques dysfonctionnements à son début. Eh bien, ces dysfonctionnements n'ont pas été remarqués avec la réforme de la solidarité à la source, permettant de montrer qu'on est dans une mise en place réussie. Les équipes ont loué aussi le fait d'être bien formées en amont, pour appréhender au mieux le changement. Si l'on considère maintenant la relation à l'usager, chaque réforme, fort logiquement, il y a eu des hausses de flux d'appels entrants, encore une fois, comme à chaque réforme, mais sans que les flux d'appels des CAF de pré-série, donc expérimentatrices, soient en hausse majeure par rapport à l'ensemble des CAF. Il en va de même pour les courriels, une hausse modérée. Et si l'on s'intéresse maintenant au rendez-vous des allocataires, les CAF de pré-série restent dans la norme des rendez-vous qu'ils avaient pu connaître jusqu'à la mise en place de la réforme, sans qu'il y ait d'impact sur les incivilités. Peut-être maintenant quelques vigilances, Julie ? Oui, merci Véronique. Donc, en effet, on peut constater que les premiers enseignements sur les expérimentations en cours sont plutôt prometteurs. Toutefois, il semble important quand même de se pencher et d'analyser les défis et les points de vigilance qui pourraient freiner la réussite de cette réforme ambitieuse. Un premier point clé, celui des interactions avec les usagers. L'objectif de cette réforme est clairement de simplifier leur démarche. Et un défi majeur se pose autour des plateformes téléphoniques déportées. En effet, si le téléconseiller qui répond à la sollicitation d'un allocataire, si ce téléconseiller n'appartient pas à l'une des CAF expérimentatrices, il existe un réel risque qu'il apporte une réponse incomplète, voire qu'il soit dans l'incapacité de répondre à l'allocataire et donc qu'il génère des transferts de niveau 2 vers les services techniques, ce qui en soi ne répond pas à l'objectif de simplification. Au-delà des interactions avec les usagers, un enjeu crucial se situe dans la gestion des signalements. Les signalements qui reflètent la performance du système, mais également les attentes de nos usagers. Entre octobre et novembre 2024, il a été constaté une diminution d'environ 1,5 point du volume de signalements reçus au sein de nos organismes. Toutefois, donc c'est une tendance qui est plutôt positive, mais qu'il faudra maintenir, parce que 81% de ces signalements concernaient les ressources. Et lorsqu'on parle de signalement, eh bien naturellement, ça nous amène à nous questionner sur la capacité de nos systèmes d'information, mais aussi d'organisation, à absorber et à traiter une charge d'anomalie qui serait croissante. La montée en charge prévue très prochainement à compter de mars 2025 deviendra un enjeu crucial
pour nos caisses, les CAF, mais également les CARSAT et les URSSAF qui seront pleinement impactés. Donc pour relever ces défis, il sera nécessaire et indispensable de travailler et d'adapter une stratégie, mais également d'avoir des ressources adaptées pour gérer cette charge. Et cela nous permettra donc d'accompagner les prochaines étapes à venir, de garantir l'efficacité de la solidarité à la source, mais également de préserver les bénéfices attendus. Donc pour conclure, on a des premiers résultats qui sont plutôt prometteurs, que ce soit au niveau de nos allocataires comme au niveau de nos agents. Toutefois, il y a des vigilances à ne pas négliger, des points de vigilance qui ne doivent pas être négligés. Et là, je vais laisser la parole à Géraldine pour vous expliquer justement les différentes actions qui doivent être menées. Alors effectivement, on va d'abord parler de l'accompagnement, l'importance en tout cas de l'accompagnement des agents, des organismes de sécurité sociale, mais également des publics extérieurs, que ce soit les allocataires ou nos partenaires. Donc, comme ça a été évoqué, il y a un gros enjeu d'accompagnement de nos agents, et notamment donc, pour la réforme de la solidarité en cours, on parlera des agents des CAF et des MSA, qui doivent être formés, bien entendu, pour maîtriser les nouveaux outils numériques, mais également les nouvelles modalités de gestion des droits sociaux. Donc cette montée en compétences garantit un accompagnement de qualité des usagers. Et l'accompagnement individuel des allocataires, bien entendu, sera proposé sur sollicitation, mais l'enjeu principal reste malgré tout une meilleure information possible en amont, notamment sur le MLS, pour justement limiter ces sollicitations et ne pas surcharger les organismes. Donc, dans le cadre du déploiement 2025 sur la France entière, il est prévu de nouvelles campagnes, en tout cas une intensification des campagnes de communication auprès des allocataires sur le montant net social. Les employeurs rentrent également en ligne de compte, vous l'aurez compris. Ils sont la clé du dispositif puisqu'ils font les déclarations, ils communiquent l'information à la source de revenus. Et donc, ils doivent être également sensibilisés et accompagnés pour transmettre des données fiables. Et donc, pour ce faire, ce sont les agents de l'URSSAF qui sont responsables de l'analyse des anomalies et de l'accompagnement de ces déclarants. Qui doivent s'adapter. Alors aujourd'hui, ils doivent s'adapter à le traitement d'une donnée individuelle et non plus de données agrégées comme ils en ont l'habitude. Et ils doivent être également formés sur les aspects législatifs des prestations RSA et PPA qui aujourd'hui ne fait absolument pas partie de leur quotidien. Et donc ce sont des formations spécifiques qui sont nécessaires pour pouvoir prendre en charge ces nouvelles missions. Et puis enfin, les partenaires locaux, et on va parler plus spécifiquement du conseil départemental ainsi que les France Services, qui jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement, en tout cas pour renforcer la proximité avec ces publics éloignés des droits sociaux, pour faciliter le principe du aller vers. Et donc leur mobilisation est bien cruciale pour assurer une cohérence et une efficacité du projet. Donc, vous l'aurez compris, l'essentiel, c'est d'avoir une bonne coordination de l'ensemble des acteurs indispensables pour la réussite de cette réforme. Et donc, Julie, est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin et nous présenter les projets à moyen terme, ou en tout cas ceux pour lesquels il y a déjà des travaux en cours? Tout à fait. Donc, vous l'avez certainement compris, la solidarité à la source, c'est une réforme pour laquelle il y a 4 grands objectifs. On souhaite à terme aller sur de l'élargissement des prestations ainsi que des publics. Un des objectifs serait une automatisation avancée pour une demande unique de prestation. Ça nécessite de faire davantage de démarches proactives, d'aller vers, et bien évidemment la fiabilité de nos données. Et pour atteindre ces objectifs, eh bien, il va y avoir 3 chantiers prioritaires qui devront être menés autour du numérique, le partenariat et bien évidemment une notion de pilotage. L'objectif final est clairement d'aller et d'aboutir à un système de protection sociale accessible, automatisé et transparent pour renforcer la solidarité nationale et la confiance de nos citoyens. Donc si on récapitule,
Plusieurs grandes étapes. Vous l'avez compris aussi, je me répète. Depuis octobre 2024, 5 CAF expérimentatrices sur le territoire. En mars 2025, généralisation du dispositif Solidarité à la source RSA PPA à l'ensemble des départements. Et cette généralisation s'accompagnera ensuite d'étapes pour améliorer le dispositif. Donc, fin d'année 2025, est prévue l'intégration de nouvelles données dans le pré-remplissage. Des données comme les pensions alimentaires, des données concernant avec des informations sur les revenus immobiliers ou fonciers, mais également des données concernant les micro-entrepreneurs. Ensuite, à horizon 2026, l'extension à d'autres publics. Une étape centrale pour favoriser l'accès aux droits. Donc, d'autres publics signifient donc les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles, les étudiants et de manière plus générale, les publics dits invisibles. Et en parallèle de ces travaux, il faut savoir que la mission interministérielle sur les données sociales, qui a été créée en janvier 2024, travaille actuellement sur la modernisation d'autres prestations. Les bourses étudiantes, les pensions d'invalidité, l'allocation supplémentaire d'invalidité. Et puis, de nouvelles réflexions sont déjà engagées aussi sur l'allocation solidarité aux personnes âgées et les pensions de réversion, des prestations de l'assurance vieillesse, qui pourraient également, pourquoi pas ensuite, à plus long terme, intégrer le dispositif de solidarité à la source. L'ensemble de ces projets sont inscrits dans la feuille de route de la mission interministérielle pour la période 2024-2028. Donc, mais au-delà de ces démarches, au-delà du dispositif de la solidarité à la source, il est indispensable de compléter par des actions proactives, par des démarches d'aller vers. C'est ce qui permettra de favoriser le recours aux droits. Mais pour aller sur des démarches proactives, ça signifie de mieux identifier les publics qui sont éligibles mais qui ne sont pas bénéficiaires de ces prestations. Ça nécessite aussi de renforcer notre système d'information, nos outils numériques. Et surtout, ce qui est indispensable, ce sont les collaborations très étroites entre les différents acteurs de la sphère sociale. Et justement, dans ce cadre, je vais laisser la parole à Véronique pour vous présenter un dispositif en expérimentation qui est très complémentaire à celui de la solidarité à la source. Effectivement, Julie, merci. Donc le dispositif complémentaire que Julie évoque, en fait, ce sont les territoires zéro non-recours. Ils sont faits pour garantir l'efficacité de la réforme. On voit que des initiatives locales sont incontournables. Le territoire zéro non-recours, c'est un excellent exemple, en fait, de l'importance d'une approche territorialisée et partenariale pour favoriser l'accès aux droits. En fait, en collaboration avec les CAF, les MSA, les associations locales, ces initiatives visent à repérer et accompagner les publics que l'on dira invisibles. Actuellement, ce sont 39 territoires qui ont été sélectionnés suite à appel à projets qui développent des projets pilotes pour faciliter donc l'accès à des droits essentiels. On a cité beaucoup aujourd'hui le RSA, la prime pour l'activité, mais également le chèque énergie ou encore les APL. Ces expérimentations locales démontrent l'importance d'un travail collaboratif et partenarial adapté au territoire. Vincent, pour la fin. J'ai le mot de la fin, j'ai la lourde charge d'essayer de conclure. Donc vous avez compris, c'est une réforme à la fois ambitieuse et prometteuse, puisqu'elle effectivement, elle va venir répondre à un ensemble d'enjeux que l'on a listés ensemble, tant sur le non-recours que la simplification, mais également que la lutte contre la fraude. On a à horizon 2027 aussi des projets donc, de création d'un revenu social de référence unique. On voit bien que ça engendrerait un ensemble effectivement de nouveaux dispositifs et de nouvelles simplifications.
Les enjeux, vous les avez vus, on les a vus ensemble, ils sont techniques, ils sont juridiques, ils sont aussi éthiques. Donc c'est un sujet au-delà de ce qui se met en place dans nos organismes de sécurité sociale, un sujet de réflexion très intéressant. Et justement, par rapport à nos organismes, un travail interbranche, interrégime très poussé, qui du coup nous oblige à échanger et à travailler ensemble. On a essayé de définir peut-être 4 conditions socles finalement de la bonne réussite de ces évolutions, de cette réforme. On en a parlé, c'est l'enjeu de la gouvernance, les endroits où l'on peut se parler, où on peut échanger en termes de projets. On a parlé notamment des liens aussi avec les partenaires, au-delà de la sphère purement des organismes de sécurité sociale. Il y a l'enjeu majeur des systèmes d'information, je remets encore une couche, mais c'est vrai que voilà, tous ces échanges de données, cette numérisation, elle est d'importance. Est-ce qu'on est capable de maintenir un SI souverain? Est-ce qu'on est capable d'avoir des expertises en notre sein pour les faire tourner également? L'enjeu des équipes, on en a parlé, l'accompagnement de nos équipes et bien sûr l'accompagnement de nos usagers, de nos allocataires, en communiquant évidemment, mais aussi en les intégrant en amont dans ces évolutions, dans une logique de démocratie sociale, pour qu'effectivement les premiers concernés puissent participer activement aux évolutions. Et puis, on l'a vu par rapport aux pré-séries qui sont en train de se faire dans les CAF, on a vu le temps d'expérimentation. Pour ce type d'évolution, il faut à la fois du temps et à la fois des moyens, choses qui, en ce moment, sont extrêmement rares. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Place maintenant aux questions si vous en avez, et merci beaucoup.